Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les cancers chez les adultes de moins de 50 ans sont en augmentation depuis une trentaine d'années. Pour essayer de comprendre pourquoi, le centre anti-cancer Gustave Roussy de Villejuif dans le Val-de-Marne a lancé début février une grande enquête. Code Source revient aujourd'hui sur cette augmentation. Quelle est son ampleur ? Est-ce que certains cancers touchent particulièrement les jeunes adultes ? Quelles sont les premières pistes pour expliquer ce phénomène ? On fait le point avec Nicolas Béraud, journaliste au Parisien, spécialiste santé. Le dimanche 16 mars, on apprend la mort de l'actrice Émilie Dequesne à 43 ans. Nicolas Béraud, l'actrice se battait depuis plus de 2 ans contre un cancer. Oui, la comédienne belge se battait depuis quasiment 2 ans contre une tumeur très rare, le corticosurrénalome, qui s'en prend à la glande surrénale. C'est un cancer qui est donc très rare, mais aussi qui peut être très grave. Et depuis, la quadragénaire avait eu le courage, en quelque sorte, de multiplier les prises de parole, à la fois dans les médias et sur ses réseaux sociaux, dans le but de sensibiliser le grand public. Nicolas Béraud, vous êtes spécialiste santé depuis 2022. Ces dernières années, vous avez écrit beaucoup d'articles sur les cancers chez les jeunes. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle ? À partir de quel âge est-ce qu'on parle de cancer chez les jeunes ? En général, quand on parle de cancer chez les jeunes, on parle des jeunes adultes. Donc ça peut être les moins de 40 ans ou les moins de 50 ans s'agissant du cancer. Il y a une autre catégorie que moi je mets plutôt à part, ce sont les cancers pédiatriques qui touchent les enfants et les adolescents. Donc en théorie, quand on parle de cancer chez les jeunes, on va plutôt être dans la tranche des jeunes adultes. On va dire, pour faire court, des 18-40 ou des 18-50 ans. Et ces cancers sont en augmentation. Est-ce qu'on sait de quel ordre est cette augmentation ? Une grande étude a beaucoup fait parler à l'automne 2023. Elle montrait que chez les moins de 50 ans, tout cancer confondu, sur les 30 dernières années, le nombre de cas de cancer avait grimpé de 80%. Cela dit, il faut être très prudent parce que cette évolution ne prenait pas en compte l'augmentation de la population, qui était sur la même période d'environ 50%. Donc on peut dire que le nombre de cas, si on le rapporte au nombre d'habitants, il a augmenté d'à peu près 30%. Mais ça dépend beaucoup à la fois des pays et du type de cancer. Donc il est compliqué de tirer des généralités et d'avoir un chiffre rond. Est-ce qu'on sait quel type de cancer touche plutôt les jeunes adultes ? Les jeunes adultes peuvent être touchés sur le papier par les mêmes cancers que les personnes âgées. Mais il y a beaucoup moins de cas, il y a beaucoup moins de malades chez les jeunes que chez les personnes âgées. Et certains cancers, chez les jeunes spécifiquement, progressent, c'est-à-dire qu'on en détecte de plus en plus et pas seulement parce qu'on les dépiste plus. C'est le cas notamment de cancers digestifs, du côlon, du pancréas. C'est aussi le cas du cancer du sein chez la femme ou de certains lymphomes. Est-ce qu'on a des chiffres précis pour certains de ces cancers qui touchent de plus en plus souvent les moins de 50 ans ? Par exemple, chez les femmes de 40 ans, on est passé en 30 ans de 100 cas de cancer du sein pour 100 000 habitants à 130. Et sur cette même période de 30 ans, on est passé de 10 femmes touchées par un cancer colorectal sur 100 000 femmes à 14. Les spécialistes rappellent aussi que les cancers chez les jeunes ont un impact sans doute encore plus grand que chez les plus âgés. Pourquoi ? C'est en effet ce que constatent les médecins. Déjà, quand on a 40 ans, qu'on a une vie de famille avec des jeunes enfants, qu'on est en plein dans sa vie active, qu'on s'attend pas du tout à avoir un cancer parce qu'on se dit que ça arrive surtout aux personnes âgées, apprendre qu'on a un cancer génère un choc beaucoup plus important que quand on est une personne âgée qui a déjà une grande partie de sa vie derrière soi et qui peut s'attendre à avoir des maladies diverses. Évidemment, c'est très douloureux à vivre et à accepter pour une personne âgée, mais ça l'est encore plus et parfois beaucoup plus pour une personne jeune de 30, 35 ou 40 ans. Et au-delà de l'impact psychologique, ça peut aussi, quelque part, briser des carrières, des vies. Tout à fait, ça peut briser des carrières et des vies pour des personnes de 35 ans qui viennent d'entrer dans la vie active, qui ont parfois un enfant, 2 enfants, 3 enfants en bas âge, qui se projettent sur un nouveau projet immobilier, sur de très longues vacances à l'autre bout du monde. Ça génère à la fois beaucoup d'inquiétudes à court terme, mais aussi à long terme, parce qu'on ne sait pas comment la maladie va évoluer et ce qu'elle va éventuellement provoquer comme séquelles. Le mardi 4 février, Nicolas Béraud, vous faites parler dans Le Parisien une femme qui s'est battue récemment contre un cancer. Magali, d'abord, qui est-elle ? Alors Magali, c'est une femme qui vit en région parisienne, elle a moins de 40 ans, elle a 2 enfants de 7 et 15 ans, elle n'a pas de problème de santé apparent, donc elle mène sa vie tranquillement. Et donc elle n'a pas 40 ans quand elle apprend qu'elle est touchée par la maladie. Oui, en fait, ça a débuté quand Magali a découvert du sang dans ses selles, ce qui peut être effectivement un signal évocateur d'un possible cancer, notamment colorectal. On lui fait une coloscopie et à l'issue de l'examen, la chirurgienne lui fait savoir que, je cite, ce n'est pas très beau et que ça ressemble à un cancer. Ensuite, il a fallu faire une biopsie pour confirmer le résultat. Le cancer a été confirmé et là, Magali, elle me dit qu'elle a été totalement abattue parce que jamais elle ne pensait que ça pouvait lui arriver.
Elle a ressenti un sentiment d'injustice ou d'incompréhension en tout cas? Tout à fait, parce qu'elle me disait qu'elle avait une vie saine, qu'elle ne boit pas d'alcool, qu'elle fait du sport, qu'elle mange beaucoup de légumes, etc., qu'elle a arrêté de fumer il y a 15 ans, qu'elle n'a pas de prédisposition génétique, donc jamais elle ne s'imaginait avoir un cancer à un âge aussi jeune. Magali, au moment où vous lui parlez, donc début février, elle va comment? Alors en tout cas, Magali s'est fait retirer une partie du côlon, elle a passé 6 mois de chimiothérapie, donc ça a quand même été un traitement assez lourd. Ensuite, ça commençait à aller mieux, mais des métastases sont apparues, ce qui a entraîné de nouvelles opérations chirurgicales au niveau des ovaires et du foie. Ensuite, progressivement, la quadragénaire est allée mieux. Aujourd'hui, elle peut dire qu'elle va mieux, mais elle reste sur le qui-vive. Par exemple, elle me raconte que dès qu'elle va aux toilettes, elle a toujours la peur de découvrir à nouveau du sang dans ses selles. Nicolas Béraud, cette augmentation, est-ce qu'elle est plus marquée en France qu'ailleurs? Non, pas spécialement. En tout cas, si on se compare aux autres pays occidentaux, qui ont aussi des systèmes de santé assez développés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, il y a parfois des petites différences de tendance selon les cancers, mais grosso modo, le fait que certains cancers progressent chez les jeunes adultes, c'est un constat qui est commun à de nombreux pays. Nicolas Béraud, ce témoignage, vous le publiez à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février. Et ce jour-là, le Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy de Villejuif, dans le Val-de-Marne, lance une grande enquête pour essayer de comprendre pourquoi les cancers chez les moins de 50 ans sont en augmentation. Oui, il y a 2 médecins chercheuses de l'Institut Gustave Roussy, Alice Boilev et Christina Smolenchi, qui étaient très intriguées de constater qu'elles avaient le sentiment d'avoir de plus en plus de jeunes de 30, 40, 50 ans qui venaient consulter et qui avaient un cancer. Elles ont perçu aussi à leur niveau qu'il y avait une évolution, ce qui est confirmé dans les données épidémiologiques. Donc elles se sont dit, ce serait bien qu'on fasse une enquête pour comprendre pourquoi il y a cette progression de certains cancers chez les jeunes et quels sont les facteurs de risque afin qu'évidemment on puisse agir dessus. Alors comment va se dérouler cette grande enquête ? Très concrètement, 300 malades de différents cancers du système digestif, âgés de moins de 50 ans, vont être suivis sous toutes les coutures possibles. Donc on va leur prendre des échantillons de cheveux, de sang, de graisse, on va les interroger, on va leur soumettre des questionnaires sur leur mode de vie, leur exposition à différents produits, notamment chimiques, etc. Au total, il y a 800 000 € qui ont déjà été débloqués, mais ce budget pourrait grimper. Et une fois que cette cohorte de malades va être suivie et qu'on aura des résultats, on va pouvoir les comparer à une autre cohorte de personnes qui n'auront pas de cancer, qui ne sont pas malades, pour voir les différences. Précisément, quels facteurs vont être pris en compte dans le cadre de cette enquête ? En fait, les médecins, les chercheurs, les scientifiques considèrent que tout ce qui est apparu dans notre environnement depuis les années 1960, 70, 80 fait figure de suspect. C'est-à-dire que tous les produits environnementaux, la pollution, les pesticides, le mode de vie, l'alimentation, les évolutions de la consommation, tout fait figure de potentiel suspect, donc on n'exclut aucun facteur de risque de base. Et est-ce qu'on va regarder aussi, par exemple, des médicaments que les mères de ces patients ou de ces patientes avaient pu prendre pendant leur grossesse, donc 30 ou 40 ans plus tôt? Oui, parce que certains médicaments qui ont des effets perturbateurs endocriniens peuvent faire partie effectivement des suspects possibles, donc on va aussi les étudier. J'imagine que ça va prendre du temps, des années avant d'avoir les premiers résultats. Oui, l'objectif, c'est d'avoir des premiers résultats de cette étude d'ici 3 ans. La recherche, la science, ça prend du temps, c'est ainsi. Et puis dans 3 ans, ce ne sera pas la fin, parce que ce programme, les résultats de ce programme vont certainement apporter des réponses, mais ils vont peut-être ouvrir des questions ou susciter des travaux complémentaires, des recherches complémentaires. Par exemple, si on trouve qu'il y a un problème lié à l'exposition à la pollution, il faudra peut-être des recherches supplémentaires pour comprendre quel polluant précisément. Donc ça va prendre du temps, mais évidemment, il n'est jamais trop tard pour débuter. On l'a bien compris, toutes les pistes vont être étudiées. Est-ce qu'on sait déjà, malgré tout, quels sont les principaux facteurs de risque de cancer chez les moins de 50 ans ? Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont établis, qui sont démontrés par la science, que ce soit chez les moins de 50 ans, mais aussi chez les personnes âgées. Ces facteurs de risque sont notamment l'obésité, la consommation d'alcool, surtout en excès, le tabagisme et le manque d'exercice physique, donc la sédentarité. Après, évidemment, cela peut dépendre du type de cancer. Il y a des facteurs de risque qui sont plus importants pour un cancer que pour un autre, mais grosso modo, ces 4 facteurs de risque sont maintenant bien connus pour l'ensemble des cancers. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que dans de nombreux cas de cancer chez les jeunes adultes, les patients ou les patientes ne présentaient aucun de ces facteurs de risque. Non, et c'est ça qui est troublant, c'est que les médecins, quand ils ont face à eux ou face à elles des patients ou des patientes comme Magali qui leur disent « voilà, je fais de l'exercice physique, je ne bois pas, j'ai arrêté de fumer il y a très longtemps, je ne comprends pas, je n'ai pas de prédisposition génétique », ils sont assez impuissants pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'eux ont eu un cancer et pas d'autres personnes. Donc, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à comprendre, c'est pourquoi il y a des jeunes qui sont touchés par des cancers et pourquoi ça progresse, tout en restant rare, il faut bien le rappeler, mais pourquoi ça progresse, on ne comprend pas encore sur la base des facteurs qui sont connus.
Alors justement, concernant l'enquête lancée par l'Institut Gustave Roussy au mois de février, on s'attend à ce que l'augmentation des cancers chez les jeunes adultes s'explique en réalité par plusieurs facteurs, c'est ça ? C'est effectivement vraisemblablement multifactoriel. La réponse, elle sera pas simple. Et en plus de ça, la réponse ne sera pas la même selon le type de cancer. Par exemple, on va peut-être trouver des facteurs de risque, je dis n'importe quoi, on va peut-être trouver que les polluants favorisent le cancer du sein, mais qu'à l'inverse, tel pesticide a plutôt favorisé l'apparition de lymphome, par exemple. C'est une possibilité. Donc il faudrait être très vigilant sur identifier des facteurs de risque, cancer par cancer. Nicolas Béraud, est-ce qu'il y a des signaux auxquels il faut être vigilant et qui doivent nous pousser à consulter pour en avoir le cœur net ? En général, ce que disent les médecins, la règle, c'est d'être attentif à tout symptôme inhabituel qui ne pourrait pas être expliqué par autre chose. Après, ça dépend du cancer. Pour le cancer du sein, par exemple, ce serait la découverte d'une boule qui n'est pas forcément douloureuse, mais qu'on sent dans la poitrine et qui ne disparaît pas. Pour le cancer colorectal, ce serait de trouver du sang dans les selles, par exemple. Donc voilà, c'est un signal qui ne doit pas forcément faire paniquer, mais qui peut inciter à aller consulter un médecin. Donc un symptôme nouveau et surtout qui persiste un peu sur la durée. Tout à fait, inhabituel et durable, c'est-à-dire qu'il ne disparaît pas, voire qu'il s'aggrave. Par exemple, la boule dans la poitrine, elle peut grossir au fil des semaines. Vous avez écrit là-dessus récemment dans Le Parisien, et en ce moment, une partie des patients s'alarment finalement trop tôt. J'imagine que c'est difficile d'être à la fois vigilant, mais sans pour autant s'inquiéter trop. En fait, c'est ça. Il y a une sensibilisation qui est faite sur les cancers chez les jeunes. Déjà, il faut rappeler que ça reste rare par rapport aux personnes âgées. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans la parano et se dire que la moindre douleur qu'on n'arrive pas à expliquer est forcément un cancer. Je vais vous prendre un exemple. Pour le cancer du sein, si on ressent une boule dans la poitrine, ça peut certes être une tumeur, mais ça peut aussi être un simple kyste inflammatoire qui va disparaître de lui-même en quelques jours, en quelques semaines. Donc, pas de paranoïa, mais de la vigilance. Et puis un matin... Il est à toi le fromage dans le frigo ? Ouais, c'est un fromage de Il chèvre. peut la merde, ton fromage de merde, avec ses particules de merde qui contaminent tout le frigo. Maintenant, mes bananes, elles sentent les vieux pieds pourris et dégueulasses. Nicolas Béraud, le 31 mars, l'humoriste Laura Felpin, qu'on peut voir notamment dans la série Bref 2, qui cartonne en ce moment sur Disney+, annonce qu'elle est atteinte, elle aussi, d'un cancer, et elle a 35 ans. Oui, alors elle annonce qu'elle a atteint un cancer de la thyroïde cette fois. C'est un cancer qui est diagnostiqué chez 10 000 personnes à peu près chaque année en France, en grande majorité des femmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un cancer qui est très peu mortel. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, le taux de survie est de 96%. Ça veut dire que 5 ans après le diagnostic, 96% des patients d'un cancer de la thyroïde sont toujours en vie. Si je vous prends un exemple inverse, le pancréas, c'est seulement 11% par exemple. Donc la chance qu'on a, et la chance qu'a Laura Felpin, et c'est évidemment une très bonne nouvelle, c'est qu'au moins c'est un cancer qu'on sait soigner et qu'on sait bien soigner. Nicolas Béraud, au Royaume-Uni, une femme, une proviseure adjointe, avait beaucoup médiatisé son combat contre la maladie. I very much document what it's like to live with cancer. Yep. I shouldn't be here. Yep. And the reality is, so by the time I was diagnosed, I have metastatic bowel cancer. Elle s'appelait Deborah James, elle est morte en 2022, mais elle a réussi à lever des millions d'euros pour la recherche. Oui, elle était très médiatisée, très connue outre-Manche. Elle avait même présenté un podcast sur le cancer qui cartonnait au Royaume-Uni, et elle avait aussi reçu le titre honorifique de dame qui lui avait été décerné par le prince William en personne après approbation de la reine Elisabeth II pour, je cite, son infatigable campagne contre la maladie. Donc non seulement elle a eu le courage comme ça de témoigner pour sensibiliser, et la campagne de dons qu'elle a lancée a permis de récolter une dizaine de millions d'euros pour la recherche, ce qui est indispensable parce que la science, pour avancer, pour trouver des réponses à toutes les questions qu'on se pose sur les cancers, elle a besoin de financement, elle a besoin d'argent pour mener des études. Donc Deborah James, au-delà de son combat personnel, elle aura contribué à son niveau à faire avancer la recherche. Nicolas Béraud, est-ce que ce sujet des cancers chez les moins de 50 ans est en train de monter dans l'actualité et auprès des autorités de santé ? En tout cas, les autorités de santé communiquent maintenant à ce sujet. L'Institut national du cancer, là, il mène en ce moment, en avril, une campagne de prévention sur les réseaux sociaux destinée justement aux 18-25 ans pour les sensibiliser aux facteurs de risque évitables du cancer. Il y a des études qui sont publiées sur les cancers chez les jeunes, il y a des recherches qui sont lancées par l'Institut Gustave Roussy, mais pas seulement. Donc oui, ça devient un sujet de santé publique. Il y a toujours les cancers chez les personnes âgées qui progressent aussi pour certains d'entre eux et qui causent l'immense majorité des décès, mais ceux chez les jeunes sont étudiés de beaucoup plus près qu'il y a 5, 10 et surtout 15 ans. Merci à Nicolas Béraud. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller et Pénélope Gualquirotti, réalisé par Théo Albaric.
Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. On vous invite également à écouter Crime Story, le podcast hebdomadaire de faits divers du Parisien. Nous venons de publier une série exceptionnelle sur le mystère de la tuerie de Chevaline. Les 6 épisodes sont disponibles dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni. Cette série est intitulée « Les fantômes de Chevaline ».